les membres de la première table ronde à me rejoindre. Je pense que vous pouvez les applaudir. Voilà. Donc, allez-y. Cette première table ronde, elle porte sur la question « Quel droit pour la parole des personnes accompagnées ?» Et pour répondre à cette question, nous avons l'idée de, dans un premier temps, de poser la question à un avocat, parce qu'on va parler de droit. Donc, maître Florian Borg, vous êtes avocat au barreau de Lille. Vous êtes ici venu nous parler un petit peu de la dimension du droit, dès lors qu'on parle de la parole de la personne accompagnée. Et finalement, la première question que j'aurais à vous poser, c'est quelle est finalement la place de la parole dans le droit? Oui, alors merci, bonjour à toutes et tous. Peut-être que les micros sont un peu forts, il y a un petit Larsen. Non, c'est bon? En fait, la question, c'est que vaut la parole des personnes accompagnées? Et c'est vrai que très souvent, en droit pur, on se dit, bon, ben, l'important c'est l'écrit, ce sont les actes juridiques, et la parole n'est pas forcément un acte juridique. On a comme ça des phrases que vous utilisez parfois, les paroles s'envolent, les écrits restent, ou encore, vous êtes là, j'ai rien signé, j'ai dit des choses mais j'ai rien signé, je ne suis pas engagé. Donc, vous voyez, c'est un peu des phrases que l'on entend, et pourtant, la parole est un élément important, même si elle n'est pas formalisée sur une écriture. Et je pense que tous les jours, vous passez des contrats avec d'autres personnes et vous ne le faites que par la parole. Alors, je vais sur le contrat parce que c'est un élément important. Le contrat, on achète une voiture, on achète une maison, on signe un contrat lorsqu'on rentre dans un établissement médico-social, un contrat d'accompagnement. Mais la parole est importante en droit et tous les jours, quand vous achetez par exemple une viennoiserie à la boulangerie, vous passez un contrat et pourtant vous ne le faites que par la parole. Et donc la valeur juridique de la parole est importante et la parole est un acte juridique. D'ailleurs, et ça va nous renvoyer au film, hein. Alors c'est le Code civil qui nous dit ça. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat? Comment il se forme? On dit que c'est la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Donc la parole est une expression de la volonté, le contrat en tout cas. Et on précise, cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. Et je voulais insister là-dessus parce que dans le film, on voit qu'à la maison d'accueil de Guignes, c'est ça, la personne a des gestes, ces gestes sont déjà une parole, et cette parole est déjà l'expression de quelque chose, et qui a une valeur, alors pas forcément juridique ici, mais contrairement à ce que l'on croit, la parole a une valeur très importante. Ça, c'est un peu le premier exemple, l'exemple du quotidien sur la parole. J'ai un autre exemple qui est un peu plus sombre, c'est que nous, devant les tribunaux, de plus en plus, tout se passe par écrit, tout est dématérialisé, et je sais que vous connaissez la difficulté de la dématérialisation et du numérique, ce qui prive un certain nombre de personnes de l'accès à leurs droits, parce qu'à force de passer par l'écrit et sur Internet, par moment, il vaut mieux s'exprimer et pouvoir exprimer ce que l'on veut et avoir un peu de complexité dans ce que l'on souhaite. Tout passe par l'écrit, mais on a une matière qui est une matière très importante, qui est plus sombre, qui est ce qu'on appelle la matière pénale, les tribunaux correctionnels, donc quand la personne a fait un délit, ou les cours d'assises. Et là, alors que tout passe de plus en plus par écrit, dans ce cadre-là, quand on doit s'expliquer devant la justice sur ce qu'on a fait ou pas fait, c'est le principe de l'oralité. Et donc, au moment le plus critique dans la vie d'une personne qui a dérapé d'une manière ou d'une autre, ou qui est victime, on va d'abord l'écouter avant de passer par l'écrit. Et tout se passe dans l'oralité. Donc c'est pour vous dire que la place de la parole, dans notre monde qui est de plus en plus numérisé, où tout passe par des canaux écrits et par des signaux électroniques, la parole est encore importante, elle doit le rester. Et c'est un peu un principe que vous-même, que vous soyez accueilli ou accueillant, vous devez avoir en tête. Ce que je dis ce ne sont pas juste des paroles, c'est l'expression d'une volonté, et c'est parfois un acte derrière qui commence à se créer.
Et donc, Maître, dans le cadre de vos activités, de votre activité, vous accompagnez des personnes en situation de vulnérabilité. On en parlait tout à l'heure. Comment, finalement, vous, en tant qu'avocat, appréhendez-vous cette parole, la parole des personnes, notamment vulnérables que vous... Oui, alors j'interviens notamment auprès des mineurs, hein, soit des mineurs qu'on dit des mineurs délinquants, soit des enfants qui ont des difficultés, qui sont à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Et également, et c'est plus l'exemple qui vous concerne moins parce que vous n'avez pas de secteur hospitalier psychiatrique, mais j'accompagne aussi des personnes qui sont ce qu'on dit hospitalisées sans consentement, donc ce qu'on appelle dans le langage courant hospitalisées d'office. Ce sont donc des personnes, ce n'est pas forcément une situation de handicap, c'est une situation de maladie, qui se mettent en danger elles-mêmes ou qui mettent en danger les autres, et soit le directeur de l'hôpital, soit le préfet va décider qu'elles doivent aller à l'hôpital et elles seront soignées sans leur consentement. Sans le consentement, ça veut dire que leur parole n'est plus prise en compte. Donc on va vouloir leur bien à leur place. Je dis ça parce que très souvent, quand on est même dans le médico-social, il y a le réflexe de vouloir le bien à la place de la personne, et que souvent la parole elle n'est pas entendue. Et nous, comme avocats, dedans, on est dans un... Alors moi, il m'arrive de faire des formations auprès des avocats là-dessus pour dire c'est quoi notre positionnement, que ce soit auprès des enfants ou des personnes psychiatrisées. Quel est notre rôle? L'avocat, il défend les intérêts d'une personne. Donc, si je me mets dans le cas d'une personne qui est hospitalisée en psychiatrie, qui va passer devant un juge, parce que la procédure, c'est quand vous êtes hospitalisé sans consentement, vous passez devant un juge des libertés, automatiquement, comme c'est une privation de liberté, dans les 12 jours. Donc, on a forcément ces dossiers-là, nous. Et l'avocat est obligatoire. Donc, on se dit, mais quel est l'intérêt de la personne hospitalisée? Si je prends son intérêt d'une manière générale, tel qu'il peut être vu par tout le monde, son intérêt, c'est d'être soigné. Donc je vais peut-être défendre le fait d'être soigné. Or, ce n'est pas du tout dans cette position où on est, et parfois ça choque, je le sais, mais il faut savoir que les personnes hospitalisées sans consentement sont des personnes qui ne peuvent plus tellement se confier avec la famille, parce que la famille est peut-être le père, la mère, le fils ou la fille ont demandé à ce que la personne soit hospitalisée, c'est à la demande d'un tiers. Donc ce n'est pas le confident, la famille. C'est même plutôt, on pourrait dire, une forme d'adversaire pour la personne hospitalisée. Même si, attention, hein, il y a une souffrance du côté de la personne qui demande, et c'est toujours compliqué de demander l'hospitalisation d'un proche. Mais la famille, c'est pas possible. Le médecin de famille, c'est peut-être lui aussi qui a signé le premier certificat médical, et le psychiatre à l'hôpital, j'allais dire, c'est la phrase tout ce que vous pouvez dire va être retenu contre vous. C'est-à-dire que la personne qui est hospitalisée, tout ce qu'elle va dire à son psychiatre sera dans le bulletin qui va arriver après devant le juge en disant il faut qu'il reste en psychiatrie. Et donc, quand on va voir ces personnes, on est quasiment les seules personnes à qui elles peuvent, se confier, et surtout, on n'est plus en train de défendre leur intérêt, mais de défendre la parole. Et donc, avocat, c'est advocare, ça vient de... on appelle à l'aide, et on porte, et vocare, c'est vocaux, à la voix, on porte la parole de ces personnes. Et donc, il nous arrive, nous, en sachant très bien que la personne, si elle sort de l'hôpital, ça peut être catastrophique. Et je prends un exemple. Alors, ne soyez pas choqués, mais je le prends volontairement pour vous montrer comment on porte une parole. Ça ne veut pas dire que vous devez faire la même chose, parce qu'on est vraiment dans un cas très particulier, mais si moi je rencontre quelqu'un qui est hospitalisé parce qu'il y a eu une tentative de suicide par exemple, et qui me dit si je sors, je recommence, là je vais me poser un cas de conscience, qu'est-ce que je fais? Mon rôle, c'est de porter sa parole, qu'elle soit entendue, elle souhaite sortir, je vais porter le fait qu'elle sorte. Après, la décision, c'est le juge, c'est les médecins, c'est pas moi. Mais ça veut dire que dans ce rôle-là, on porte une parole, et notre rôle, c'est de porter cette parole, et ça peut se retrouver de la même manière chez les enfants. L'enfant qui va nous dire je souhaite rentrer parce que je veux voir mes parents, alors qu'on sait très bien que la situation est une situation de danger, on doit porter cette parole de l'enfant. La question, elle est plus simple pour l'avocat, parce qu'on est dans un rôle très, très particulier, mais ce que je veux dire, c'est que très souvent, nous, on a affaire à des personnes qui ne sont plus entendues, ou qui ont du mal à s'exprimer, qu'on doit pouvoir porter cette parole. Comment on l'entend, comment on la prend en compte, souvent parce que la personne n'est... On remet le fait de porter la parole, c'est de mettre la personne comme un sujet de droit qui a une expression propre, et pas... Très souvent, on dit comme un objet de droit ou un dossier supplémentaire, un client supplémentaire, un usager supplémentaire, une personne accueillie supplémentaire.
on la valorise, on l'écoute. Après, ceux qui doivent prendre des décisions dans l'intérêt, cette fois-ci, supérieur que celui de la parole, prendront les décisions. Donc c'est important toujours d'entendre, d'écouter quelle est la volonté. Et je rejoins ce qui a été dit avant. Effectivement, après, comment c'est interprété, mais déjà que cette parole soit portée, c'est important. Très bien, merci pour ces éclairages. Je me tourne maintenant vers Franck Ruccard. Je m'éloigne un peu de vous, c'est pour éviter le Larsen, puisqu'a priori c'est les micros qui se parlent entre eux. Donc Franck Ruccard, vous travaillez à la chocolaterie de l'ESAT de Lens. Oui, c'est ça. Ouais. Et vous êtes une personne donc accompagnée. Et avant d'être à l'ESAT de Lens, j'ai cru comprendre que vous étiez auparavant aussi à l'IME d'Hénin-Beaumont. Oui. C'est ça. Donc IME, ensuite... J'ai fait 2 mois chez ma mère et puis j'ai commencé en 2012 en foyer. En foyer. Et donc là, je fais le lien. À Bresle, j'ai commencé. Pardon ? Au foyer de Bresle, j'ai commencé. Ok, très bien. Et vous êtes venu accompagné aussi par Flore Givert. Nous sommes collègues. Vous travaillez donc, tu es chef de service éducatif au secteur habitat et accompagnement social. Oui, tout à fait. Et donc tu as l'occasion de croiser Franck Ruccard très régulièrement dans le cadre de l'accompagnement qui lui est proposé au HAS. Exactement. Franck a eu un parcours où il a quitté le domicile de sa maman. Il est arrivé au foyer d'hébergement et son projet, c'était d'intégrer l'habitat accompagné de Liévin. Donc on a préparé avec un accompagnement SAVS sa sortie pour baliser tout l'ensemble du quotidien. Et puis maintenant, Franck, il est à la résidence depuis 2020. Très bien. Et à la résidence, du coup, Franck, vous vivez avec votre compagne? Oui. Très bien. Et on m'a expliqué que vous aviez d'autres aspirations professionnelles. Parce que là, ça fait un petit moment que vous êtes à l'ESAT et je sais que vous avez une ambition de vous réorienter. Qu'en est-il ? En fait, là, le 21, j'ai commencé à faire mon stage. Et ça s'est bien passé. Je devais commencer à 9h30, mais j'ai commencé à 9h. J'ai fait rentrée de camion, sortie de camion. On m'a expliqué tout plein de choses. Et vers 17h, on a fait le tour de l'entreprise pour fermer les portes. Si tout allait bien, s'il y avait personne dans l'entreprise, voilà quoi. Donc c'était dans le cadre du Duo Day en tant qu'agent de sécurité. Agent de sécurité. D'accord. Et donc ça, ce serait pour intégrer une entreprise du milieu ordinaire. Oui. On est bien d'accord. Okay. Et donc dans ce cadre-là, vous êtes donc accompagné pour pouvoir candidater finalement au sein de ces entreprises du milieu ordinaire. C'est bien cela ? Alors, dans le cadre des accompagnements qu'on exerce au SAVS, il y a une partie qui s'appelle accompagnement professionnel. Et donc, sa référente va pouvoir l'accompagner dans son nouveau projet, puisque ça date quand même de fin novembre, dans ce nouveau projet où Franck souhaite quitter le milieu protégé pour intégrer le milieu ordinaire comme agent de sécurité. Et donc on va le préparer avec lui, tout en lui laissant l'autonomie qu'il sait si bien maîtriser. Franck a de très bonnes capacités et donc on va faire avec lui un état de ses potentiels pour qu'on lui laisse la place de ce qu'il sait faire et de l'accompagner soit pour le rassurer, soit pour le guider dans sa réorientation professionnelle. Ok. Et donc, ça rentre tout à fait dans le cadre du HAS. Et donc, ce HAS, cet établissement, quelle est sa vocation première? À qui s'adresse-t-il? Quelle tranche d'âge? Alors, le HAS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le secteur habitat et accompagnement social qui regroupe plusieurs structures, donc services d'accompagnement, évidemment, SAMO, SAMSA et SAVS, les habitats inclusifs, services d'accueil de jour, les foyers d'hébergement, foyers de vie, EPAH et certains dispositifs de soutien aux aidants.
Donc, il s'adresse aux adultes en situation de handicap, tout type de handicap. Il y a certains établissements qui vont être avec des spécificités, comme je pense à ma collègue du SAMO de Calais qui est spécifique aux personnes avec des problématiques psychiques, ou ma collègue qui va gérer une structure qui ouvre sur Brebière, la plateforme de Brebière, qui sera à destination des personnes présentant des troubles du spectre autistique. Pardon. Et donc, on a essentiellement des adultes en situation de handicap qui sont orientés grâce à la MDPH vers nos structures ou services et qui entrent chez nous en général vers 20 ans avec la possibilité d'une dérogation dès 18 ans et qui restent autant qu'ils ont besoin de nous. Ok, et donc pour ainsi dire, il y a donc un accompagnement individualisé au sein de cet établissement. Et il y a aussi du collectif, parce que j'ai appris vous aviez mis en place un comité de vie des locataires, que vous appelez aussi le goûter des locataires. Alors effectivement, dans l'un des dispositifs qui s'appelle le dispositif d'habitat inclusif l'achat, où M. Rucard-Vit, on a mis en place un conseil de vie des locataires qui leur permet de prendre la parole, de s'exprimer et de nous expliquer en fait soit des problématiques, soit des souhaits, soit des participations qu'ils souhaitent mettre en place, parce qu'on sait que chaque personne a une grande capacité à pouvoir transmettre ce qu'elle sait. Le handicap ne fait pas forcément que état d'une problématique, mais il y a aussi des potentialités et on souhaite se servir du dispositif pour travailler dans cet échange entre pairs. Et donc, dès qu'ils le souhaitent, dès qu'ils en expriment la demande, et le conseil de vie des locataires est là aussi pour ça, ils peuvent mettre en place eux-mêmes des activités. Donc, on a par exemple comme atelier qui a été mis en place, un atelier de bracelets brésiliens. Moi, je ne maîtrise absolument pas, mais une dame qui maîtrisait l'a proposé à d'autres résidents. Il y a une personne aussi qui a souhaité mettre en place un atelier autour des cristaux, je connais pas, je ne maîtrise pas le sujet, mais c'est une plateforme avec plein de petits cristaux de couleurs à poser pour faire des grandes toiles. Donc, elle a proposé cet atelier-là. Et donc, dès qu'ils en expriment le besoin, on les met en place, les ateliers. L'idée, c'est à la fois de transmettre un savoir, mais aussi de les mettre en avant sur leurs compétences. Donc, dans ce conseil de vie des locataires, qu'on appelle goûter des locataires parce qu'il y a un petit temps convivial et que c'est plus attrayant pour eux, c'est aussi l'endroit où ils peuvent exprimer alors à la fois les choix d'atelier, mais aussi les différentes problématiques qu'ils rencontrent au sein de la résidence, ou aussi proposer des activités, pas forcément parce qu'ils veulent les mener, mais des activités dont ils expriment soit avoir le besoin, soit avoir l'envie. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose par rapport au... Si je dis des bêtises, vous le dites. C'est bon ? Voilà. Donc voilà à quoi sert le conseil de vie des locataires. Ok. Et concernant M. Rucard, comme pour toutes les personnes accompagnées, finalement, vous identifiez les potentialités, vous l'avez dit. Et en ce qui concerne M. Rucard, vous me disiez que vous aviez découvert qu'il avait certaines qualités. Vous voulez peut-être expliquer un petit peu comment il intervient au sein du HAS ? Alors, M. Rucard, il a alors des freins, des choses qui font que dans son adaptation au quotidien, c'est pas forcément un acquis commun, comme l'écriture ou la lecture. Et M. Rucard, il est très débrouillard, il a de très bonnes capacités pour pouvoir chercher les ressources. Et par exemple, là où nous, pour monter un meuble, on s'inspirerait de la notice pour trouver chaque élément à monter, M. Rucard va trouver le moyen avec son téléphone. Alors, il est très bon pour l'utilisation des nouvelles technologies. Il m'a même fait découvrir des choses. Et en fait, avec ces outils technologiques, il arrive à pallier à ses freins. Et pour moi, c'est une vraie potentialité. Et malgré ses difficultés, il a trouvé les ressources pour pouvoir s'en sortir, pour faire du quotidien quelque chose de plus facile pour lui. Donc, je vais prendre un exemple, si vous me le permettez. Monsieur Rucard, il a mis en place, pour surveiller son chat qui est malade, Monsieur Rucard a installé des caméras IP de chez lui. Comme ça, il peut le surveiller et vérifier que tout va bien. Ok, impressionnant.
Et merci pour ces précisions. Et toujours concernant le HAS, en termes de santé, qu'en est-il? Parce que j'ai compris qu'au HAS, il y a différentes tranches d'âge, des personnes aussi en perte d'autonomie. Vous voulez en parler? Oui. Alors, j'ai un exemple de personnes qu'on accompagnait dans le cadre de la santé, où effectivement, la parole de la personne a toujours été pour nous la première écoute. Donc cette personne bénéficiait d'une mesure de protection. Elle avait découvert, dans le cadre d'un suivi de santé classique, qu'elle avait une difficulté au niveau de la prostate, mais ne souhaitait pas avoir de diagnostic. Et donc son choix a été d'accepter de faire les suivis médicaux, mais refuser les soins. Son mot a été: je ne veux pas savoir ce que j'ai tant que je n'ai pas mal. On a accepté son choix, on l'a juste accompagné pour que si un jour l'envie lui venait de savoir ce qui se passait et qu'il voulait programmer des soins, il soit quand même acteur de ça et qu'il ait tous les éléments pour pouvoir réagir. Donc on a fonctionné avec lui comme ça, on a informé le mandataire qui a informé le tribunal. Monsieur avait les capacités d'un consentement qui était éclairé. Donc on l'a accompagné, on faisait les soins avec lui, on vérifiait avec lui que la situation n'évolue pas et que son avis ne changeait pas, mais on a respecté son choix. Très bien, merci beaucoup. Maître, nous avons ici un cas d'école. Vous souhaitez réagir? Oui, parce qu'on est justement sur cette question de parole quand on se penche, alors, et dans le Code de la santé publique et dans le Code de l'action sociale et des familles, sur cette question de consentement éclairé qui figure très clairement dans le Code. Il y a beaucoup de textes, parce qu'à chaque fois qu'il y a un événement, on rajoute de la loi à la loi. Mais malgré tout, et c'est ce qu'il faut, moi, à mon sens, retenir, c'est ce consentement éclairé. Alors, la notion éclairée, elle est compliquée parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas les capacités de consentir. Il n'empêche qu'on doit faire le maximum pour avoir ce consentement, ou du moins pour apporter les éléments et accompagner la personne dans sa volonté et dans la parole qu'elle va donner. Alors, sur ses soins, mais aussi sur son accompagnement. Vous le savez, le consentement éclairé, c'est aussi les règles que je vais respecter ou d'autres que je trouve. Parce que même une personne en centre, on va lui imposer des règles, collectives et autres, mais elle peut dire: mais ma liberté, elle est où dans tout ça? Et le consentement éclairé, c'est aussi de poser la notion de liberté qui est primordiale, et très souvent on l'oublie parce que, ce qui était dit tout à l'heure, est-ce que je peux sortir alors qu'il y a du verglas? Non, sauf si je veux sortir et tomber, ce sera mon problème. Voilà, c'est à quel moment vous êtes dans l'appréciation, on est dans l'appréciation de ce que veut la personne, du risque qu'elle prend, qu'elle assume ou qu'elle n'assume pas, en sachant qu'il y a toujours des problèmes de responsabilité après dans les établissements. Ça, c'est vrai que c'est souvent comme ça qu'on oublie de prendre la parole ou qu'on décide à la place d'eux, parce qu'on est contraint par une responsabilité d'accueillant, mais toujours avoir ce souci, ça prend du temps. Mais notamment parce que souvent les paroles sont amoindries par un handicap, par une situation de faiblesse. Ça prend du temps d'écouter, ça prend du temps de trouver le consentement, mais moi je trouve que c'est essentiel, et ne serait-ce que de se mettre à la place d'eux et de se dire: et moi dans cette situation, si on m'imposait telle ou telle chose, comment je réagirais? Est-ce que j'aurais pas envie de casser la porte de la chambre? Est-ce que j'aurais pas envie de m'enfuir? Est-ce que j'aurais pas voilà. Et donc on dit: bah oui, donc pour le coup c'est quand même compliqué d'être dans cette situation, donc comment je fais pour améliorer la situation? Voilà. Après, c'est pas du droit pur, c'est une marge d'appréciation que les uns et les autres doivent avoir. C'est toujours très compliqué, mais en tout cas, toujours penser que le principe, c'est la liberté et le consentement. Très bien, merci maître. Ouais, merci. Donc je me tourne à présent vers Guillaume Cardon. Oui. Donc, Monsieur Cardon, vous travaillez à la boulangerie-pâtisserie. De micro. Merci. Voilà. Donc, Monsieur Cardon, je disais, vous travaillez à la boulangerie-pâtisserie à l'ESAT de Lens. C'est ça. Vous êtes donc un collègue de Monsieur Rucard. Oui. Vous vous croisez, bien qu'il soit à la chocolaterie. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, j'ai oublié de vous remercier parce que vous devez être assez débordé ces jours-ci avec les fêtes de fin d'année qui approchent, aussi bien à la chocolaterie qu'à la boulangerie-pâtisserie. Ça doit être assez soutenu. C'est chargé, oui. Ouais. Et donc, vous y travaillez depuis quand à l'ESAT ?
Depuis le 2 novembre 2024. Ça fait un petit peu plus d'1 an. C'est ça, oui. 2023. 23, oui, pardon. Ok. Et donc, vous, avant de travailler à l'ESAT, vous avez travaillé dans le milieu ordinaire. C'est bien cela? C'est ça, oui, apprentissage. Toujours dans la boulangerie-pâtisserie. Oui, c'est ça. Très Et un bien. peu d'intérimaire aussi. Ok. Puis vous m'expliquez que vous avez eu une dépression. Oui, et ça s'est passé dans un lieu de travail. Ensuite, il y a eu une séparation avec 2 enfants. Donc, j'ai un peu plongé dans la dépression, quoi. D'accord. Et vous êtes sous curatelle renforcée. Oui. Ok. Avec un suivi donc psychiatrique. Oui, avec des traitements à vie. D'accord. Et donc, dans ce cadre, vous êtes accompagné pour votre vie quotidienne. Vous êtes, non, je disais, vous êtes accompagné par Madame Zawadzki Oui, ma curatelle. dans le cadre de la curatelle, très bien. Et donc, c'est une collègue hein, de vous, Madame Patou. Donc, nous sommes aussi collègues. Vous travaillez au service tutélaire de la vie active. Oui, tout à fait, ouais, sur la délégation d'Arras. Donc, vous pourriez nous expliquer un petit peu, nous éclairer un peu sur le rôle des mandataires judiciaires dans le cadre d'un accompagnement comme pour Monsieur Cardon? Alors, en fait, au niveau du service tutélaire, nous recevons les jugements des tribunaux, des juges des tutelles, qui nous nomment pour assurer des mesures de protection, donc de type tutelle ou curatelle. Donc là, en l'occurrence, pour Monsieur Cardon, donc on est sur une mesure de curatelle renforcée. Donc c'est une mesure d'assistance. Donc c'est-à-dire qu'au niveau des démarches financières et administratives, on va l'assister dans l'ensemble de ces démarches-là. Par exemple, comment dire, pour la gestion du budget, on en parlait tout à l'heure, parce que vous vivez avec, vous avez une garde alternée et vous avez 2 enfants, hein, c'est ça? C'est ça, oui. J'ai Enzo et Célia, mes 2 enfants, de 13 et 16 ans. Ok. Et donc vous êtes en garde alternée, c'est ça? Oui, mes enfants un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Très bien. Et après, ils viennent quand ils veulent chez moi. Ouais. Je ne demande que ça. Et donc vous m'expliquiez que quand vous avez vos enfants, vous voulez aussi leur faire plaisir, et donc il y avait une notion de savoir aussi gérer son budget, etc. Et dans ce cadre-là, Madame Zawadzki peut aussi vous accompagner, c'est bien cela? Et en fait, dès que j'ai mes enfants, je peux dépenser beaucoup, je le sais. C'est normal. Je le reconnais, mais pour moi, c'est une perte de temps. Tant que j'étais hospitalisé, tout ça, c'est un manque en fait. Ok. Et vous y sentez bien à l'ESAT? L'accompagnement qui est proposé à l'ESAT, vous y sentez bien? Oui, j'ai des bons collègues. Tout va bien. J'étais embauché. Et il faut que j'aille un petit peu plus vite. Très bien. Et donc, vous disiez tout à l'heure que vous vous sentez vraiment épanoui dans un cadre du milieu protégé finalement. L'accompagnement proposé par l'ESAT, c'est vraiment quelque chose qui vous convient, c'est bien cela? Oui, c'est ça. C'est parce qu'en fait, je voulais faire voir à mes enfants qu'ils ont un père et qu'ils ne touchent pas que de l'âge. Et en travaillant, et puis surtout travailler, puis recevoir un bon salaire, et puis faire voir à les enfants que papa travaille pas qu'à la maison. Oui, et c'est un beau métier en plus, boulanger-pâtissier. Oui. Ouais. Assez dur au niveau des horaires. Ça va. Ça va, vous avez l'habitude? Comment? Vous avez l'habitude? Oui. Donc là, par exemple, vous me disiez tout à l'heure que vos horaires à l'ESAT, vous commencez à 5h du matin, c'est ça? De 5h à 12h30. Et je suis suivi aussi au CACTP, que je continue malgré que je travaille. Ils m'ont laissé faire le sport, le volleyball, avec Jacques, la fermier, et Johanna. Et
En fait, pour moi, ça garde un esprit d'hôpital et puis de travail. Ok, donc vous arrivez à concilier à la fois votre passion pour le volleyball et votre travail à l'ESAT. C'est ça. Dans l'emploi du temps, tout ça, ça fonctionne. C'est ça, oui. Ok. Et vous me disiez aussi que vous cherchiez à changer de logement. Vous êtes actuellement en autonomie en votre logement et vous souhaitiez en trouver un autre. Pour ça aussi, vous êtes accompagné ? Oui, j'ai la curatelle qui a fait les démarches pour un renouvellement de logement. Par moi-même, de temps en temps, je téléphone au bailleur. Et en ce moment, il n'y a rien, quoi. C'est des procédures qui peuvent être assez longues, effectivement. Oui. Ouais, ok. Très bien. Tiffaine Patou, on a parlé tout à l'heure ensemble du comité participatif des usagers. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors c'est un comité qui a été mis en place il y a quelques années et qui permet de convier les personnes protégées qui le souhaitent pour partager et échanger sur des idées, sur des avis, sur un thème donné. Donc en fait, c'est un comité qui a lieu 2 fois par an sur chaque délégation. Donc on est 5 délégations au niveau du service de tutelle de la vie active. Donc il y a 2 CPU qui ont lieu par an. Et en fait, les thèmes sont abordés par les personnes protégées au CPU précédent. Donc là, en l'occurrence, le dernier, c'était le 14 novembre. Monsieur Cardon participe au CPU. Le 14 novembre, le juge des tutelles d'Arras avait été convié parce que le thème abordé était les différentes mesures de protection. Donc en fait, la juge a présenté les différentes mesures de protection et après, ça a permis un temps d'échange et de débat en fait sur plusieurs questions qui ont été abordées. Ok. Et donc, Monsieur Cardon, vous avez eu les réponses à vos questions lors de ce comité ? Oui, bien sûr. Ça a bien répondu à vos questions ? Ça a bien répondu aux questions qu'on a proposées. Et c'était pas mal parce qu'il y a des choses qu'on ne savait pas. Sachant que lors de ces CPU, il y a une personne protégée qui est volontaire. En fait, on propose à quelqu'un d'être volontaire pour réaliser le compte-rendu. Donc on co-réalise avec la personne protégée le compte-rendu qui est distribué au CPI suivant pour que les personnes puissent prendre connaissance du thème précédent qui a été abordé. D'accord. Donc pour résumer un peu, l'idée c'est de pouvoir prendre la parole et de comprendre ses droits, finalement. Exactement, et d'être impliqué en fait au niveau du service, au niveau de son accompagnement. Ok. Très bien. Écoutez, merci à tous, à toutes et à tous pour vos interventions. Je pense qu'on peut les applaudir à nouveau.